Let's go les gens, on va parler canicule, on va parler sécheresse. Et que ça aussi en Suisse, il y a la sécheresse, les fleuves bas, le fait que, tiens, les champs, les bêtes, tout ça. Mais bon, de toute façon, bien sûr, il n'y avait pas de sécheresse en Suisse. C'est non, 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 il n'y a jamais eu ce cas. Et je vais commencer par vous montrer des petites images, parce que j'aime bien les images. Donc ici, on a Vaud. Donc on a Lausanne, Prie, Écublanc. Ici, on est au début du mois d'août 2025. Hop. Et là, on est le début du mois d'août 2026. C'est impressionnant, peut-on dire? Je pense que je vais me passer de mots et tout ça. Donc là, on est sur Neuchâtel. Pareil, début août 2025. Enfin, Neuchâtel, non, on est sur le lac de Neuchâtel. Parce que là, il y a Yverdon. Neuchâtel est là-bas. Hop. Donc là, Yverdon. Et puis un autre. Ouais, le Val de Travers par là. Hop. Donc début 2025. Hop. 2026. C'est. Hop. Ah, attention, je ferme. On part en Valais. On part en Valais. Chameson, Ardon, Rides. Et là, les comptes des mines, tout ça. Voilà, enfin, voilà, 2025, 2026. J'ai l'impression que c'est un peu moins. Quoique. Moins parlant. Ah, et la pluie est pas plus. Non, 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 mais. Donc là, c'est 2025. Ouais, quoique, enfin. J'ai l'impression qu'on s'en tire un petit peu mieux en Valais, mais. Hop, et là, on a les trois lacs. Donc, on a Bienne. On va avoir Neuch par là, normalement. Non. Je sais pas, ma géographie, c'est magnifique. Oui, je pense que c'est ça qui aide, hein. Donc, Bienne. Je reconnais pas d'autres patelins. Je connais mal Berne. Berne est juste là. Ah, mais là, on est vraiment très loin, là. On est très haut dans le ciel, là. Hop, 2025. 2026. Je trouve que là, ouais, c'est. Parce qu'en plus, tu vois, genre là, on voit que c'est pas forcément des champs d'agriculture ou comme ça. Et là, comment c'est. Plus au sud-ouest. Oui, ouais, je pense que c'est plus par. Oui, non, c'est au bord du lac. Ouais, 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 non, c'est moi qui. Donc, ouais, 2026. Mais non, mais voilà, mais oh là là. Et donc, voilà, ce sont des images quand même impressionnantes en Suisse. Mais bon, l'UDC avait dit hein, que voilà, il commence un peu à se dire, ah, quand même, le climat, il faut en parler, il se passe quelque chose. Et voilà, comment l'UDC fait évoluer son discours en termes de réchauffement climatique, donc l'UDC qui est notre extrême droite, hein. Et voilà, on va écouter de comment est-ce qu'il se dit donc, ça évolue. On reste dans la question du réchauffement climatique avec cette phrase signée Albert Rushdie dans une interview hier au Tagesanzeiger. Je n'ai jamais remis en cause le réchauffement climatique. Et plus tôt dans l'été, le conseiller fédéral chargé de l'environnement défendait cette fois les membres de son parti. Selon lui, plus personne au sein de l'UNDC ne nie le changement climatique. Oui, bah bon, c'est compliqué. Non, mais j'aime bien parce que donc lui là, Rushdie, il est en train de dire plus personne dans son parti ne nie le réchauffement climatique. Plus personne. Mais en fait, c'est normal que quand on te met le regard comme ça, enfin, quoique, non, il y en a qui seraient capables de nier. Ils seraient capables de nier. Mais le truc, c'est qu'ils vont pas. Maintenant, ils vont juste dire comment est-ce qu'on adapte. Faut qu'on continue de vivre comme ça. On ne change rien à ce qu'on fait et on s'adapte. Donc, ouais.
Baïf, vous êtes penché sur la question. C'est vrai, le changement climatique ne fait plus débat à l'UDC ? Alors il y a tout de même le conseiller national zurichois Thomas Matter sur sa chaîne YouTube, il remet en cause l'origine humaine du réchauffement climatique, parle de preuves scientifiques extrêmement minces. Mais Thomas Matter a beau être vice-président de l'UDC, sur ce coup il ne représente pas la ligne de son parti. Dans un document de 2020, l'UDC fait figurer les émissions chiffrées de CO2 causées par l'homme. Aujourd'hui, certains de ses membres font spontanément référence au rapport du GIEC. Vous l'aurez compris, la position du parti a évolué puisqu'en 2019 encore, quelques mois avant les élections fédérales, la formation soutenait que la part humaine dans le réchauffement de la Terre n'était pas claire et que les pronostics quant à un futur réchauffement étaient controversés. Les membres de l'UDC. Pas clair. Donc plus le changement climatique. Par contre, ils relativisent les conséquences. Oui, c'est ce qui ressort de différentes interviews et discussions avec certains de ses membres. Prenez par exemple le président du parti, Marcel Dettling. On est en pleine sécheresse, les agriculteurs sont inquiets. Eh bien, son discours à lui, il détonne. Dans l'NZZ, il met en avant les effets positifs du réchauffement climatique. Les récoltes pourraient par exemple être plus grandes vu que les périodes de végétation seront plus longues. Autre exemple, pour le bernois Manfred Buller, il faudra moins d'énergie pour chauffer les bâtiments l'hiver. Selon lui, le réchauffement climatique a des aspects négatifs comme positifs. Selon lui, pas assez évoqués. Pas d'alarmisme en somme. Non, pas d'alarmisme, car pour l'UDC, le réchauffement climatique n'est pas un problème insurmontable, c'est plus un défi. On va s'adapter, une phrase que j'ai beaucoup entendue. Pour le fribourgeois Nicolas c'est un défi. On doit faire un effort pour limiter nos émissions, mais surtout, on devra investir pour être résilient face à un climat futur. Alors investir, oui, mais où ? Dans la technologie. Il y a un véritable optimisme quant à une solution technologique future. Bref, le plus grand parti suisse est assez confiant pour l'avenir. Alors, le prochain parti suisse, le technofascisme, ça leur fait bien envie, hein. Et puis donc de partir là-dedans, mais... La gauche de faire de l'alarmisme, eux qui ne mettraient pas assez en avant le rôle déjà exemplaire de la Suisse dans la lutte contre le réchauffement, quand bien même, Albert Roschti reconnaissait hier dans les colonnes du Temps que ce serait difficile pour notre pays d'atteindre son objectif de réduire de moitié ses émissions pour 2030 par rapport à 1990. Et que propose l'UDC face aux enjeux climatiques ? Eh bien pour l'UDC, le cadre légal pour baisser nos émissions est suffisant. Pas question de toucher au mode de vie des Suisses, ni d'instaurer des taxes, ni d'instaurer des interdictions. Il mise plutôt sur des incitations fiscales dans le domaine de l'environnement. Et surtout, le parti met en avant la responsabilité individuelle. Elias, nous sommes à près d'un an des élections fédérales. Quelle lecture politique faire du positionnement de l'UDC ? Bon, ce positionnement, il est non seulement en phase avec les grands principes du parti, mais politiquement, il est aussi porteur. Vouloir fixer des limites à la consommation, c'est peu populaire. La gauche, plusieurs fois battue dans les urnes sur ce sujet, eh bien, elle en sait quelque chose. Et puis, pour légitimer ses positions, l'UDC mentionne souvent aussi son côté agrarien, pour montrer qu'elle est plus proche de la terre, plus ancrée dans la réalité que les autres partis. Oui, donc on est quand même le côté, parce que l'UDC, il y a ce côté où c'est le parti des agriculteurs, ils aiment ça, enfin... Pourtant, les organisations environnementales suisses ont un avis tout autre. Elles sont très dures au moment de noter l'action politique de l'UDC. Elias Baïf, en direct de Berne, merci. Oui, non, mais l'UDC et l'écologie, c'est les pires. Et ouais, donc il y a Roschti qui a dit ça, justement, que la Suisse risquait de pas atteindre ses objectifs. Non, mais en fait, moi, ce qui montre, c'est juste qu'ils ont pas de colonne, l'UDC, c'est que, là, en fait, ils ont plus le choix. Ils sont en mode, si on continue de nier le réchauffement climatique, on va perdre nos électeurs. Donc bon, on va essayer de trouver une parade où mais il faut qu'on continue de taper sur les étrangers. Enfin, et surtout, c'est pas la faute des humains. Enfin, et on va partir dans la technologie, machin. Oui, non, mais c'est sûr qu'il faut une politique mondiale internationale. Mais le truc, c'est que pas parce que les autres le font pas que nous, on doit pas le faire. Faut qu'on le fasse, en fait. Et montrer que ça marche. Mais bon, il y a de ça. Et donc, oui, il disait que ça risquait donc de rater ses objectifs climatiques. Et donc, voilà, mais... Il sera compliqué pour la Suisse d'atteindre l'objectif climatique fixé pour 2030. C'est Albert Roschti, le conseiller fédéral en charge de l'environnement, qui l'affirme. La Suisse s'est engagée à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre en 2030, avant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Albert Roschti pointe les restrictions budgétaires mises en place par le Conseil fédéral. Comme une partie importante des réductions de CO2 passe par l'achat de crédits d'émissions à l'étranger, rappelle-t-il. Il estime difficile, dans le contexte budgétaire actuel, de débloquer les 300 à 400 millions supplémentaires nécessaires. La Suisse s'est engagée à réduire effectivement ses émissions de gaz. Une piste est d'étendre, dit-il, le système d'échange. Le contexte budgétaire actuel, c'est le fait d'être en merde, comment on dit quand on a de l'argent en exemptaire, d'avoir un budget où on se fait de la thune. Hein. Alors, mais non, mais moi, le truc, c'est que, en fait, pour moi, le truc de dire, ouais, mais il y a des pays qui polluent plus que le nôtre. Je suis en mode, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, en Suisse ou en France ou dans n'importe quel pays, demander à notre pays d'être exemplaire. Il y a de ça. Et puis la Chine, actuellement, ils sont vraiment en train de partir sur un tournant d'écologie. En tout cas, ils ont pas mal réussi avec les barrages. Mais le truc, c'est qu'en effet, l'air de rien, c'est un coup de s'adapter à ça.
Et oui, il faut taper sur Glencore et Nestlé parce que justement, le truc de dire que la Suisse n'agit pas à notre échelle, je suis désolée, on est quand même, voilà, on a quand même dans notre pays, voilà, le siège social de Glencore, Nestlé, même de plein d'autres entreprises écocidaires. Donc, si déjà on pouvait agir sur ça, ce serait aussi quelque chose. Oui, aussi, surtout que les pays qui polluent plus que nous, ils ont aussi une superficie, une population différente. À notre échelle, on pollue vraiment beaucoup. Et surtout qu'on exporte on exporte notre empreinte carbone. Quand la plupart de ce qu'on achète est produit dans les pays du Sud, en fait, c'est produit par les pays du Sud, cette empreinte carbone, mais c'est nous qui en bénéficions, en fait, après, de ça. Donc, il y a de ça. Et en fait aussi, il faut pas que ces pays... Il y a aussi ce truc-là, il faut pas que... parce que tu parles de la superficie aussi des populations, enfin, des pays. Faut aussi leur prouver que il faut... Comment dire ? Tu sais, il y a plein de pays qui veulent faire un mode de vie à l'occidental. Faire pareil. T'es en mode non. Justement. Il faut créer un nouveau système et donc de montrer... quelque chose qui fonctionne, mais oui, ça peut être utopique là-dessus, quoi. De quotas d'émissions aux bâtiments et aux transports pour générer plus de recettes. Malgré le risque d'échec, le système d'échange de quotas d'émissions aux bâtiments et aux transports pour générer plus de recettes. C'est bizarre, mais il y avait une votation il n'y a pas longtemps sur le fait de taxer quelque chose et de mettre ça dans un fonds climat afin d'adapter l'environnement. Putain, c'est bête, hein. C'est bête. Donc, ouais. Et donc, il est surpris par l'intensité de la canicule, hein. Et il rejette les critiques qui visent le Conseil fédéral. Hein. Il dit il n'est pas nécessaire que le gouvernement se réunisse en urgence pour réagir à une telle situation. Car les instruments nécessaires existent déjà. Juge-t-il, citant le transport d'eau vers les alpages par hélicoptère ou la facilitation des importations de fourrage pour l'industrie de la viande. Interrogé, il n'avait pas sous-estimé les répercussions du changement climatique. L'UDC admet aussi qu'il ne s'attendait pas à un épisode d'une telle intensité. Ouais, non mais... Le fonds climat, ouais. Et donc, vu qu'on est là-dedans, hier, à la RTS, ça parlait déjà de la 5e vague de canicule. L'atmosphère s'annonce à nouveau étouffante. Dès demain, une 4e vague de chaleur s'apprête à frapper la Suisse romande. Même si aucun record absolu de température n'est attendu, le thermomètre pourrait tout de même grimper jusqu'à 36 degrés. On fait le point avec Éric Jacquin et Steven Mossa. Le soleil va une nouvelle fois taper fort, très fort en Suisse romande. Dès demain, le thermomètre va grimper avec un pic de chaleur attendu en milieu de semaine. A priori, on aura des températures extrêmement élevées, mais pas forcément des records. On pourrait c'est bon. Oh, bon, si c'est pas des records. Oh, bah voilà, on s'en fout alors. J'ai pas de problème si c'est juste la 5e vague de canicule, mais que bon, c'est pas des records. 5e vague de canicule depuis le mois de mai, hein. Non mais... Je suis désolée, tu peux pas dire ça, mais non, c'est bon, pas des... Voilà. Au maximum dans les points les plus chauds, des températures de l'ordre de 36 degrés. Un retour de conditions caniculaires attendu avec plus ou moins d'appréhension. Cette nouvelle vague de chaleur, on l'affronte avec... on est plus préparé par rapport à la première, bien sûr. Moi, j'adore la chaleur, donc je suis trop contente. J'espère que ça va durer encore un petit peu. Comment dire ? Non mais oui. Mais déjà, alors, les gens, sachez... Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'été. J'aime quand il fait chaud. Je me sens bien dans un climat, genre, l'été, je suis bien. Mais tu ne me verras pas dire. J'ai hâte que ça continue. Genre là, actuellement, c'est trop chaud, justement. Moi, j'aime bien quand il fait chaud. J'aime bien le côté... voilà. Mais pas quand il fait putain de 36 degrés. Dans mon appart, il fait 30 degrés. C'est trop. Et j'adore quand il fait chaud. J'aime bien, je peux mettre des robes, je peux sortir, je me sens plus vivante. Mais voilà, c'est ça, il y a des gens qui meurent et non, mais j'aimerais bien que ça continue. Tu peux pas dire ça.
Tu peux pas dire ça et... Porte à la première, bien sûr. Moi, j'adore la chaleur. Oui. Donc, je suis trop contente. J'espère que ça va durer encore. Voilà, j'espère que ça va durer. Non mais... Tu peux de peur. En fait, on parle pas de chaleur, on parle de canicule, quoi. Je pense qu'il y a quand même une différence. Parce que c'est un petit peu insupportable, mais bon, on fait avec, hein, c'est la nature. Ça va être difficile. Et on espère qu'on va dormir. Ça, c'est important. Une 4e vague de canicule durant un été jugée exceptionnelle. Ce qui est impressionnant. Mais non, mais il est pas exceptionnel. Ça devient juste la nouvelle norme, hein. C'est la succession des canicules. Et puis l'absence surtout de périodes fraîches entre les canicules. Parce qu'on voit que depuis la dernière période fraîche, en fait, c'était quelques jours pendant la première quinzaine de juin. Mais depuis, on a alterné entre le chaud, le très chaud et l'extrêmement chaud. Un soleil de plomb durant plusieurs jours, avant un léger répit dès le week-end prochain. Ouais, super. Non mais ouais, j'adore la chaleur, j'adore quand il fait super chaud, qu'il y a les feux de forêt, donc voilà. Mais écoutez, vu que cette personne adore la chaleur, on va parler justement de qu'est-ce que cette chaleur fait hein, sur notre production alimentaire. Parce que c'est trop bien la chaleur. Et une canicule en cocktail chaleur. Donc là on part en Belgique. Et on va parler de ça justement. Qui fait aussi du mal aux cultures de légumes. Ils ont plutôt une sale tête, vous allez le voir. La production est en nette baisse, le choix pour les consommateurs aussi. Constat. Moi j'avais vu passer une vidéo de quelqu'un là qui était sur un plant de betterave et qui montrait son plant de betterave. Avec Samy Herman, Valérie Lafleur et Philippine Ouin-Bercy. Les feuilles sont jaunes, desséchées par le soleil. Les bulbes sont déjà bien visibles. Cet été, la chaleur a été dévastatrice pour ces oignons. C'est des oignons là. Les oignons, habituellement, ça doit être le double, quoi. Même quelquefois même le triple. Donc ici, il faut bien sûr compter une perte de 30%, bien sûr. Certaines cultures sont même totalement perdues. La faute au manque d'eau et l'impossibilité d'arroser l'ensemble de la parcelle en période de sécheresse. Ces navets devaient sortir de terre en septembre. Oh là là. Le mois de septembre va être un mois compliqué parce que tout ce qui est légumes, même on sert des tomates, concombres, aubergines, tous les fruits, qui devraient arriver au mois de septembre, avec les fortes chaleurs qu'on a eues, les fruits n'ont pas fécondé. Donc il n'y aura pas de rendement, je vais dire au mois de septembre. Ça va être beaucoup moins que d'habitude. Voilà. Donc les tomates, il n'y en aura pas. Et ça se ressent aussi au magasin de la ferme. Émilie y est employée depuis 10 ans. Elle n'a jamais connu une telle situation. C'est vraiment très compliqué par rapport à d'habitude. On a beaucoup plus de pertes. C'est pour ça qu'on essaye de faire des colis légumes comme vous avez pu voir à l'entrée. On fait un maximum de ce qu'on peut faire pour avoir le moins de pertes possible. On découpe des légumes également pour mettre au congélateur pour faire nos soupes en hiver. L'inquiétude est aussi financière. Une quinzaine de personnes travaillent à la ferme, mais qui dit moins de production, dit aussi moins de revenus. Bah oui. Effectivement, c'est dans un coin de ma tête. On peut pas on est quand même une entreprise, donc on a des familles derrière qui sont là, donc il faut faire attention, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Pour Alain, augmenter les prix n'est pas une solution cette année. Il envisage l'an prochain de se tourner vers des variétés plus résistantes. Bien sûr, oui, parce que bon. Donc oui. Non, mais les produits frais vont augmenter. Il y a vraiment. C'est pas rien. Putain, c'est dommage, j'aimerais bien retrouver la vidéo avec les betteraves. Je l'avais trouvée intéressante sur le côté de... Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de betteraves sucrières, justement. Ah, c'était le Blick. Ok, c'était le Blick. Oui, des OGM, et puis surtout, il y a aussi eu, j'ai vu passer des trucs où ils ont parlé de changer les cultures, d'essayer de faire des... voilà. Les agriculteurs suisses. Tu veux pas parler? Hop. C'est misérable. Non, moi, ça doit être 3 fois plus gros. On voit nos cultures dépérir, mais on peut absolument rien faire. Ça mine quand même sacrément le moral. On voit la racine, elle n'est plus du tout alimentée par la patate. La rame, elle est morte. Les rames sont complètement sèches. Il n'y a plus rien. Là, on voit, c'est misérable. Non, moi, ça doit être 3 fois plus gros. Ça va pour le bétail. J'ai des pommes de terre pour faire des frites au McDonald's,
Je cherche plutôt à avoir des graines de pommes de terre assez grandes pour avoir des grandes frites. Puis là, ben, je sais pas si on arrivera dans la tolérance qu'eux ils veulent, quoi. Un beau champ de maïs qui a eu soif, où on a eu l'interdiction d'irriguer parce qu'on pompe à la broie. Et puis le niveau d'eau était trop bas. Un maïs normal, des années normales, il doit faire 3 mètres, 3 mètres 50. Donc là, on n'y est pas du tout. Ah non, oui. Même pas des pieds. Il a même pas réussi à faire des pieds. Même pas réussi à faire des pieds. Ouais, c'est vraiment du sable, ouais. des cailloux, puis c'est vraiment comme de la poussière, quoi. Un manque de 60% comparé à une année normale. Un achat de maïs supplémentaire. Mais oui. Bah, en fait, le souci, c'est que pour moi, les Verts, ils ont le même problème qu'en France. Hein. C'est ce côté de très bobo des villes et tout ça. Et puis le PS, bon, voilà. Et puis, ben, je sais pas, mais. Je suis d'accord avec toi. Hein. Là, on n'a pas une gauche. Mais est-ce qu'on a. Enfin, déjà, quelle gauche on a? C'est déjà ça, comme en Suisse. Hein. Et non, ils vont pas la chercher. En plus, l'année difficile, ça sera des coûts supplémentaires au domaine, quoi. Je dis, alors une année comme ça, non, on n'a jamais connu. Les températures, les vagues de chaleur à des 37-38 degrés, et le manque d'eau qui a... C'est arrivé tôt. Trop tôt. Et là, on se trouve sur une parcelle de betteraves sucrières. Voilà. Certaines, on voit là, elles sont mortes. Il y en a même certains qui se posent la question s'ils veulent récolter des betteraves cette année ou pas, quoi. Tellement que les conditions sont déplorables. Je passe à côté du champ, je regarde pas mes parcelles parce que ça me fait mal au ventre de voir des cultures, mon papa cultures comme ça, quoi. Ça mine quand même sacrément le moral. Ah bah oui. Mais bon, le souci c'est que la politique que fait la Suisse, ça n'aide pas, quoi. Et attends, elle est où la vidéo avec les betteraves? Où justement ils les ouvrent et... Je l'ai pas? C'est quelqu'un d'autre qui l'a mis? Bon. Mais voilà, ça c'est nos agriculteurs suisses, hein. Bah on est grave dans la merde. Et merci Roby pour le follow. T'étais jamais passé. Ouais. Non mais alors écoutez les gens, soyez rassurés. Soyez rassurés, il va y avoir des aides pour les agriculteurs. C'est bon, on est sauvés. Pas de soucis, Roby, pas de soucis. La sécheresse frappe de plein fouet les exploitations agricoles du pays. Face à la gravité de la situation, la Confédération a annoncé aujourd'hui des mesures urgentes. Les importations de fourrage pour le bétail seront notamment favorisées et les paiements directs garantis aux agriculteurs. Les détails avec Pierre Nebel. C'est un drôle d'endroit pour tenir une conférence de presse. Mais l'Office fédéral de l'agriculture l'a choisi, car ici, à Bâle-Campagne, la sécheresse est particulièrement forte. Oh là là Dans les là champs là. alentours, il n'a quasiment pas plu depuis le début juin. La sécheresse touche particulièrement les paysans. Mais la Confédération et les cantons vont les soutenir. Et voici les mesures prévues. Suppression des droits de douane sur les importations de foin et de maïs fourragé, retour anticipé des troupeaux d'alpage, autorisé s'il n'y a plus assez de fourrage, et les paiements directs maintenus, même si certaines conditions ne sont pas remplies. Ça va suffire, ces mesures. Oui, j'avais appris ça. Non, Merde, c'est- putain. Ah, j'avais appris ça lors d'une conférence autour des à Stop Pillage où il parlait de ça et que la Suisse justement, la Confédération fait du paiement direct aux éleveurs, enfin aux éleveurs, aux agriculteurs et agricultrices. Et attendez, je veux juste me renseigner sur qu'est-ce que c'était déjà les paiements directs. Est-ce que on s'en rappelle? Non, paiement direct. Suisse, agriculture. C'était donc... hop. Pourquoi des paiements directs? On apporte une... Ouais, les paiements directs indemnisent ces prestations. La Confédération complète ainsi le revenu des exploitations. C'est surtout ça, quoi. Comment, par rapport à les exploitations agricoles qui reçoivent de l'argent pour les aider là-dedans. Mais bon. L'agriculture doit pouvoir produire de manière durable et orientée vers le marché, à la sécurité de l'approvisionnement, préservation des bases naturelles, entretien du paysage. Donc ouais.
Bah, je sais pas, mais il faudrait quelqu'un qui nous en parle mieux. Et en tout cas, j'adore parce qu'en fait, moi, c'est ça, des fois, le souci que j'ai avec les RTS, c'est que tu vois, genre, ils disent, voilà, donc les paiements directs. En fait, bah oui, mais c'est quoi un paiement direct? C'est mieux sur court terme, ça, c'est vraiment seulement pour cette année. Oui, voilà, court terme pour cette année, parce que c'est vrai qu'il n'y aura plus jamais de vagues de chaleur et de sécheresse ainsi. Évidemment. Les agriculteurs où sont touchés très très fort. Et justement, en voilà des paysans touchés. Vu du ciel, on mesure la sécheresse de leurs champs par rapport à 2025. Exactement comme on la voit dans la région du lac de Joux ou encore dans la région lémanique. Voici ce que ça signifie. Ah, c'est ça que j'ai vu, je crois. Ici, cette prairie est complètement sèche. On a dû renoncer à la 3e fauche de l'année. C'est une perte de 100%. Ah oui, 100%, oui, oui. Et de l'autre côté, nous avons une perte de 50 à 60% sur le maïs. Normalement, les plants devraient mesurer 3 mètres de haut avec de gros épis. Pas des choses comme ça. À court terme, le soutien de la Confédération peut aider, mais à long terme, il faudra sans doute adapter les cultures. À la fin, on doit regarder quel genre de production est vraiment optimal et adapté sur la surface où on n'utilise pas trop de l'eau. Car cette sécheresse pourrait bien ne pas être la dernière. Et on va parler de cet été noir pour l'agriculture suisse avec vous, Michel Darbelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'Union suisse des paysans, merci d'être avec nous. Alors, on l'a vu dans le reportage, l'Office fédéral de l'agriculture annonce des mesures. Votre réaction, est-ce que la Confédération, ce soir, pourrait en faire plus? Alors, on est bien au clair, c'est des mesures d'urgence. On a une situation qui est d'une intensité hors norme. Et puis, on peut saluer déjà ces premières mesures d'urgence, que ce soit les assouplissements pour tenir compte de cette situation de sécheresse exceptionnelle, pour éviter de pénaliser les... Mais c'est pas exceptionnel. ...paiements directs qu'ils reçoivent. Mais en fait, ils sont délulus. Ce n'est pas exceptionnel. Que ce soit des solutions pour venir en aide aux exploitations en proie à des problèmes de trésorerie, des problèmes financiers, que ce soit pour des reports de crédits d'investissement, pour des aides avec des crédits sans intérêt, ou alors aussi en avançant les versements de paiement direct, et bien évidemment aussi les mesures par rapport aux taxes d'importation sur les fourrages. Ce que j'aimerais dire, c'est que toutes les mesures, même les plus faibles, sont bonnes à prendre, mais aucune, hormis le retour des précipitations, ne permettra d'assainir la situation. Il y a les aides publiques et puis il y a aussi la rémunération des producteurs. Et là, vous en attendez plus, notamment de la part de la grande... Enfin, on peut pas payer la Confédération pour qu'il fasse pleuvoir. Ça marche pas comme ça. Alors effectivement, nous avons aujourd'hui des pertes de production, mais aussi des coûts supplémentaires, que ce soit l'irrigation, que ce soit les achats de fourrage, qui renchérissent les coûts de production pour l'agriculture. Eh bien, ce sont toutes des conséquences financières qu'il faut couvrir pour aider les exploitations, pour aider les fermes à accuser et à arriver à assumer ce coup dur pour les agriculteurs. Et c'est aussi un appel qu'on lance à la grande distribution aujourd'hui, aussi aux acteurs du marché, pour pouvoir justement couvrir ces conséquences économiques. Est-ce que cette situation est si exceptionnelle? Vous avez publié aujourd'hui un communiqué de presse avec des mots forts. Vous dites que certains propriétaires de bétail n'ont plus de quoi nourrir leurs bêtes, que les récoltes de patates, de betteraves pourraient être catastrophiques. Est-ce que certaines exploitations pourraient ne pas survivre à cet été? Alors ce qu'il faut dire déjà, avant la sécheresse, on a une situation dans l'agriculture qui est difficile économiquement, et encore plus pour certaines exploitations. Et donc c'est aussi ce qui suscite de grandes préoccupations dans l'agriculture, et c'est ce qui nécessite des réponses très claires et des aides pour permettre aux exploitations agricoles d'arriver à s'en sortir aussi par rapport à cette épreuve. On a une sécheresse qui est exceptionnelle de par son intensité, de par le fait qu'elle est intervenue de manière très tôt dans l'année et cumulée aussi avec des épisodes de canicule. Et tous ces éléments-là font qu'on a une Suisse qui est touchée par la sécheresse, mais ça dépasse nos frontières et c'est ce qui pose un problème particulier. Alors des mesures sont ce soir annoncées très rapidement. Il va falloir aussi s'adapter à long terme. On imagine repenser l'agriculture suisse. Qui financera finalement cette transition qu'il va falloir faire de toute manière? Alors on n'a pas le choix de s'adapter. Les agriculteurs n'ont pas attendu pour prendre déjà les mesures, mais aujourd'hui ça ne suffit pas. On devra encore s'adapter. Ils sont pas tant adaptés que ça, vu que après bon, c'est sécheresse, voilà, mais t'es en train de me dire que donc là ils doivent encore plus s'adapter et que ça va changer, que vu qu'ils seront adaptés l'année prochaine, il y aura pas de conséquences. Mais non. Des variétés au niveau de la sélection des productions, pour autant qu'elles répondent aussi à un marché, ça il faut le dire, mais on a des mesures qu'on peut prendre au niveau aussi des sols, au niveau des questions d'assurance également, au niveau de la gestion de l'eau, ça c'est très important, de l'irrigation, mais on sait que sans eau il n'y a pas de production, et là on peut dire aujourd'hui, et c'est très explicite de la situation que l'on vit, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne en termes de ressources d'eau, et c'est ça le principal défi auquel certaines exploitations et certaines régions sont encore plus confrontées aujourd'hui. Et vous demandez évidemment des moyens, on l'a bien compris. Merci beaucoup Michel Darbelet d'être venu sur ce plateau ce soir, bonne soirée. Oui, tout sauf arrêter de polluer, d'arrêter les monocultures, de réfléchir à un autre type d'agricologie, oui, d'agriculture plus écologique justement. Mais non. Et justement là, c'est vraiment on n'est pas sur rien. Oui, non mais c'est bon, ils vont construire des data centers. Ils vont faire ça, oui, et puis on n'aura pas de soucis. Ils vont générer par IA des fruits et des légumes, donc on n'aura pas trop de soucis. On aura l'image.
Et oui, donc c'est ce que je vous disais. Donc voilà, les moissons sont déjà terminées. Les agriculteurs sont désormais fixés, l'année 2026 ne sera pas bonne, le rendement comme la qualité des céréales sont en Non, franchement, on pouvait pas s'en douter. dessous d'une année moyenne, mais la situation n'est pas pour autant catastrophique. Elle est plutôt contrastée car la moisson a révélé de bonnes surprises selon les régions et le type de céréales, un bilan intermédiaire qui devrait être confirmé d'ici quelques jours par la fêtière Suisse Granum avant les résultats finaux en octobre. Le spectre d'une année de pertes record comme en 2024 avec un rendement en chute de 30% n'est donc plus d'actualité. L'inquiétude concerne plutôt les céréales fourragères dont les récoltes sont jugées par endroits dramatiques, mais aussi les cultures d'automne comme la betterave, la pomme de terre et le maïs. Plusieurs exploitations agricoles, comme dans le Jura et le Jura bernois, les considèrent déjà comme étant compromises cette année en raison du manque d'eau. Le stress hydrique et thermique intense subi cet été par les cultures rappelle ainsi que l'adaptation à grande échelle de l'agriculture suisse reste trop lente et insuffisante face à la vitesse du réchauffement climatique. Bah, c'est surtout, enfin, il parle de trop lente, c'est surtout qu'il n'y a pas eu cette envie. Il n'y avait pas cette envie d'essayer de faire mieux, quoi. Putain, c'est dommage parce qu'il y avait un extrait que je trouvais très intéressant sur les... Ah bah attendez, on va regarder ça aussi. Les agriculteurs qui sont en détresse face à la sécheresse. Contribue à cet été chaud et sec. De nombreux éleveurs ont déjà dû redescendre leur bétail des alpages. Certains doivent même vendre leurs bêtes faute de fourrage. Reportage Laurence Milazevich, Maurice Douquet. Et c'est le fait de devoir... Voilà, donc tu redescends de l'alpage, souvent la des Alpes, c'est bien plus tard. Tu peux pas les nourrir, donc tu dois les vendre. Puis bon, les vendre, je pense que c'est pour qu'elles soient tuées. Cass et Anna Schlepfer. Loin du paysage de carte postale, ces génisses broutent ce qu'il reste de cet alpage gruyérien. Le gros du troupeau, lui, est déjà redescendu en plaine. Ici, à 1300 mètres, la sécheresse a eu raison de l'estivage. C'était une décision qui était très difficile aussi moralement. Mon papa, ça fait plus de 50 ans qu'il exploite l'alpage qu'on a. Il n'a jamais dû descendre. Nous, cette année, on était contraints pour le confort de nos animaux, pour donner un peu de répit à la montagne aussi. On a l'espoir de remonter, j'espère que ça se concrétisera dans le courant du mois d'août. Pour d'autres, plus d'espoir possible. Illustration ici à la foire de Moudon. Avec cette sécheresse, de nombreux éleveurs n'arrivent plus à nourrir leurs bêtes. Ils doivent donc s'en séparer à contre-cœur. On ne savait pas trop lesquels prendre ce matin. On essaie de prendre les meilleures décisions, on verra si c'est bien. S'il va pleuvoir dans 2 semaines, pendant 2 mois, ou bien qu'il va faire sec jusqu'au 1er septembre, on ne sait pas. 250 bêtes ont été vendues cette semaine à Moudon, 70% destinées à la boucherie. C'est beaucoup plus qu'habituellement. On n'a jamais vu ça. D'habitude, on a 70-80 bêtes à cette époque de l'année. Qu'un marché, tandis qu'on en fait 2. Puis on en a organisé encore la semaine prochaine, un supplémentaire, voilà. Pour les agriculteurs, cet été sec confine à la crise économique. Cet éleveur a vendu 2 vaches cette semaine et redoute déjà que l'histoire se répète. C'est vraiment pas évident, quoi. C'est des moments assez stressants, on n'est pas serein en fait, c'est ça qui est difficile. On appréhende déjà l'hiver, on ne sait pas comment on fera pour cet hiver, et puis le problème c'est que la sécheresse, c'est dans toute l'Europe, quoi. En Italie, en France, en Allemagne, partout. Un été chaud et sec hors norme qui place l'agriculture face à un défi existentiel. Oui, bien sûr que l'agriculture, hein. Pas du tout tout. Oui, non mais je pense que voilà, non mais c'est bon, ils ont fait des économies, donc ça aide, hein. Non, mais nous, ça peut être la faute aussi des politiques européennes, des pressions du marché. Non, mais alors, écoute, nous on a eu quelqu'un qui a dit c'est la faute à Mélenchon, hein, en Suisse, donc je peux vous dire que je ne serais pas étonné. Et justement, on en avait vite fait parler, donc il y a tout le monde là qui est en train de parler aussi du Danube, que le plus grand fleuve d'Europe est à sec. Le plus grand fleuve d'Europe, le Danube, n'a jamais été aussi à sec. Oh là là. Voici l'évolution de son niveau par rapport à 2025, à la même période. Oh là 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 là. Même période, hein. La frontière Croatie-Serbie. Attends, parce que là, c'est de l'eau à la base, là. Attends. Merde. Non, là, ok, non, c'est... Le Danube traverse... Et en plus, sans que tu regardes que les fleuves, hein, regardez aussi les champs autour. Tu vois, là c'est vert. Ah, mais même pas, en fait. Il y a quand même des champs qui ont l'air d'être chanceux, là. Regardez-moi ça. En 2025, là, les champs ont l'air d'être bien secs. Et là... Ah, je serais curieuse de leur politique... 2025. Allez, là, regarde.
Ah non, là c'est bien sec. Traverse 10 pays en Europe, dont plusieurs en sont très dépendants. En Roumanie, l'armée a dû faire exploser un bouchon naturel le 3 août qui freinait le débit d'un bras desservant la centrale nucléaire de Cernavoda. Cette centrale gère environ 20% des besoins électriques du pays. Oui, mais il faut réinvestir dans le nucléaire, les gens. Et faute d'eau pour alimenter ses circuits de refroidissement, elle ne fait plus marcher qu'un seul de ses réacteurs. En Hongrie, la seule centrale nucléaire du pays est aussi menacée d'arrêt total. Le Premier ministre Péter Magyar a annoncé début août des jours extrêmement critiques. Voilà, ça s'annonce comme les jours les plus critiques. Demain, la centrale nucléaire de Pax ne produira pas d'électricité. Alors que les journées les plus chaudes, avec 40 degrés, sont à venir. Le décret pour donner la réduction obligatoire et de la consommation est entré en vigueur. Le trafic des trains de marchandises a momentanément été suspendu et la mairie de Budapest a décidé de réduire la vitesse des métros et des tramways. Et d'autres pays sont touchés. En Serbie, la production d'énergie hydroélectrique a fortement été réduite et en Autriche, les images de lacs de montagne asséchés se multiplient depuis le début de l'été. En Croatie, des épaves de bateaux nazis datant de la Seconde Guerre mondiale sont désormais visibles. Oh putain. Et en Bulgarie, des os de mammouths ont même été découverts. Un habitant du village de Rajavo nous a appelé et avec le maire, il a déclaré apercevoir ce qui pourrait être des ossements de mammouth d'animaux préhistoriques. Et puis ça a affirmé que c'était des mammouths. Devrait remonter selon les autorités hongroises, mais uniquement temporairement. Cette situation découle d'une année extrêmement sèche dans l'ensemble du bassin du Danube, le tout provoqué par le dérèglement climatique qui affecte toute la planète. Bah attends, mais j'ai cru qu'on est... Oui, bien sûr, toute la planète. Ouais, toute la planète, tout le monde. Donc c'est une vidéo du monde. Mais ouais. Donc voilà. Ah bah la clim... Oui, non mais... Non mais oui, non mais nous ils veulent réouvrir les centrales nucléaires pour ça. Et puis oui, et puis non mais on a la clim, ne vous en faites pas les gens, on a la clim, ça va aider. La clim, ça aide beaucoup. Oui, la faute à Mélenchon, tout à fait. Mais en plus là, il y a eu... Et donc, hop. Bah, j'en profite pour vous parler de... Je vais dans mes messages, ça va être plus simple, je vais les retrouver plus vite. De pas d'été à 50 degrés. Je peux éviter de montrer les messages. Donc une manif qui a lieu 19 septembre à Lausanne et à Genève, mais pas que. Là on voit que le 25 septembre, il y aura Zurich, Berne, Bâle, Lucerne. Où justement... il y a donc une manifestation pour des mesures beaucoup plus rapides. Donc ils ont annoncé ça le 24 juillet pour fin septembre. Bon. Je suis en mode, je comprends, c'est l'été, mais c'est vrai que là on est sur quelque chose, quoi. Et j'aimerais bien en parler avec des gens. Donc peut-être qu'il y aura un live avec des personnes des coalitions et on parle un peu des mouvements là-dessus, quoi. Donc voilà, il fait chaud et nos politiques font rien. Ou ils commencent à y croire, ils commencent à ne plus nier le réchauffement climatique, donc c'est vous dire. C'est déprimant, peut-être, sûrement. Mais bon, c'est exceptionnel. Voilà, on va retenir le mot exceptionnel.